Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Bonjour les amis, bonjour de New York. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ce live Instagram avec Tristan Cabello qui va nous rejoindre. Je vais l'inviter. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que vous allez bien surtout. C'est le plus important. Bonjour Tristan. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Magnifique. Oh, très bien. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci. On va attendre quelques secondes que tous nos lecteurs puissent se connecter. On a déjà beaucoup de monde hein, qui nous retrouve pour cet Instagram live consacré à l'élection présidentielle qui se poursuit hein, ici aux États-Unis. Alors Tristan, vous êtes à Washington, moi je suis à New York et en tout cas on est tous les deux dans l'attente des résultats, en tout cas des projections pour les États qui restent. On s'est réveillé ce matin en n'ayant pas beaucoup dormi, je crois, Tout l'un à comme fait, l'autre. ouais, ouais. Vous avez dormi combien de temps? Vous avez pu faire une Alors, pause? à peu près 3 heures quand même. 3 heures, très bien. Moi, j'ai fait 4 heures, donc j'ai un peu plus de sommeil du coup. Ouais. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live. Comme je le disais, hein, l'Amérique s'est réveillée ce matin sans président pour l'instant. Joe Biden et Donald Trump sont toujours au coude à coude dans la course aux grands électeurs. Alors, selon le décompte de l'Associated Press, Joe Biden a à cet instant 238 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Je rappelle que le chiffre magique dans toute élection présidentielle, c'est 270. Pour gagner la Maison-Blanche, l'un des deux candidats doit franchir le seuil des 270 grands électeurs. Alors, on est un peu fatigué, mais comme je le disais, très heureux de vous retrouver pour parler, pour faire un peu le point sur cette course. Les votes sont toujours en train d'être dépouillés dans des États qui sont bien sûr très regardés. Je pense bien sûr au Wisconsin, Pennsylvanie, le Michigan, ce sont vraiment ces États qui détermineront le sort des deux candidats dans les jours qui viennent, les heures ou les jours qui viennent. Pour en parler, hein, je suis avec Tristan Cabello, qui est historien spécialisé dans la politique américaine, professeur donc à Johns Hopkins University. Merci encore Tristan pour votre Merci. participation. Déjà une première question assez large hein, pour commencer. Est-ce que vous avez été surpris par certains des résultats provisoires que vous avez vus arriver? Alors, tout à fait. Alors, je crois que hier, c'était vraiment une soirée qui était en fait remplie de surprises, hein. À partir de 8 heures, il n'y a eu que des surprises les unes après les autres. J'ai envie de dire que, pour donner juste un peu quelques analyses en vrac, et puis après, on peut aller dans le détail. Ouais. Du côté Trump, ça paraît presque une lapalissade de le dire, mais les sondages ont été mauvais, les sondages se sont trompés massivement, et je crois que là, il faut aller vraiment un peu plus loin pour essayer de comprendre pourquoi ces sondages se trompent quasiment chroniquement sur le vote Trump. Hein. Et moi, je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui a à voir avec une opposition de classe. Hein. Vraiment, hier, je voyais beaucoup de reportages sur comment ces sondages sont construits, en fait. Et on voyait un jeune homme de New York avec un accent de New York à couper au couteau, qui appelait une vieille dame de l'Arkansas et qui lui demandait pour qui elle allait voter ou ses opinions politiques. Voilà, on peut vraiment croire que bon, ces deux Amériques-là, qui ne sont pas forcément les Amériques démocrates républicaines, ne se parlent plus. C'est vraiment des Amériques, les Amériques des élites, l'Amérique des élites, l'Amérique du peuple. Hein. Euh, donc vraiment les sondages là qui sont faux de manière assez chronique pour Donald Trump, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'analyser un peu plus dans le détail. Deuxièmement, quelle belle performance pour Donald Trump sur le vote latino. Ouais. C'est-à-dire que il est très probable qu'il ait remporté la Floride grâce au vote latino. Ouais. Et il s'est révélé vraiment être un fin stratège là, parce que moi, par exemple, durant toute la campagne, je ne comprenais pas du tout pourquoi il essayait de labelliser, d'étiqueter Joe Biden, Joe le rouge, Joe le socialiste. Je me dis bon, ça c'est vraiment quelque chose qui
qui ne peut pas prendre, puisque tout le monde sait que Joe Biden est un centriste modéré. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été choisi, et que personne ne pourrait vraiment prendre Joe Biden pour un gauchiste, hein, en Ouais, fait. Et il semblerait qu'en fait, ce discours-là ait très bien marché avec la population cubaine américaine du sud de la Floride, qui, pour des raisons historiques, bien sûr, est contre, hein, bon, le concept de socialisme. Donc tout à fait. ça a en fait très bien marché, quoi. Et peut-être du côté Biden, si je peux finir, Bien donc sûr. du côté Biden, j'ai envie de dire vraiment 4 ans pour ça, c'est-à-dire une préparation de 4 ans pour un résultat aussi serré. Alors on nous avait vendu Joe Biden comme étant le candidat rassembleur, hein, le candidat le plus petit dénominateur commun à la primaire, celui qui allait rassembler le pays. Et en effet, hein, dans les élites, on voit bien qu'il a rassemblé de la gauche radicale à la droite conservatrice, hein. Mais il semblerait que ce message n'est pas du tout porté, hein, dans le peuple du centre des États-Unis. Puis Mm. deuxièmement, moi, ce qui était très choquant hier dans tous les reportages que j'ai vus, c'est à quel point il y avait vraiment aucun vote d'adhésion. Il y a tellement pas de vote d'adhésion à Biden euh, que les gens ne connaissent même pas son programme. Mm. Et les gens ne connaissent même pas en fait les deux trois mesures phares du programme de Biden. En général, on peut citer donc le salaire minimum à 15 dollars, Mm. mais c'est en général tout ce que les gens connaissent. Donc il n'y a aucune, mis à part l'anti-Trumpisme, il y a vraiment aucun discours qui est venu de la campagne de Biden pour nous faire adhérer à un programme, pour faire adhérer à un programme. Et donc on se retrouve là vraiment, il y a encore beaucoup de chances que Biden gagne. En fait, il y a vraiment beaucoup de chances que Biden gagne. Ça sera très serré. Puis dernière petite chose, moi quelque chose qui m'a vraiment très très surpris hier, Mm. c'est la rhétorique de la violence. Ouais. C'est-à-dire que toute la journée, on nous demandait hein, sur les plateaux de télévision, est-ce que vous pensez que ce soir il va y avoir des violences? Est-ce que vous pensez que on entend la rhétorique de la guerre civile souvent? Euh, et comment ne pas penser aux violences quand on voit une ville comme Washington qui a été complètement barricadée Ouais. avec des hélicoptères qui tournent autour de la ville, au-dessus de la ville tout le temps. Et donc moi j'ai participé de ça aussi. Puis le fait est que le soir même, il n'y a eu aucune violence. Il n'y a rien Ouais. eu. Ouais. C'est-à-dire que c'est un pays qui sagement attend l'élection du président. Alors, je crois qu'il faut vraiment s'interroger. J'ai aucune réponse là, mais d'où vient cette rhétorique, quoi? Qui l'a construit? Et je pense pas que c'est un fantasme des commentateurs. Je pense pas que ça soit un fantasme des médias non plus. Et c'est un truc beaucoup plus profond. Ouais. Alors, qui attend sagement, justement, on va en parler. Je rappelle que si vous voulez poser vos questions à Tristan Cabello ou intervenir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Instagram. Vous voyez la case où le faire. Je serais ravi de les relayer. Peut-être pas toutes, s'il y en a beaucoup, mais en tout cas certaines. Il y a quelqu'un qui n'a pas attendu sagement hein, les résultats, c'est Donald Trump lui-même s'est montré à la Maison Blanche et qui a dit en gros que pour lui l'élection était gagnée et qu'il allait entreprendre, alors on ne sait pas trop quoi, auprès de la Cour suprême pour faire cesser le décompte des votes. Comment interpréter cette sortie du président, cette déclaration du président qui a été très commentée ici? Oui, alors moi j'ai envie de dire que Donald Trump continue de faire du Donald Trump, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a vraiment constitutionnellement, il n'y a aucun recours, hein. C'est-à-dire, et en plus, si on arrêtait vraiment de compter les votes maintenant, c'est Joe Biden qui gagnerait de toute Ouais, façon. ouais. Donc, il n'y a vraiment aucun recours pour l'instant, c'est-à-dire que la Constitution dit très clairement que tous les votes doivent être comptés. Il y a des règles qui sont différentes selon les États, et donc cette sortie de Trump, c'est un peu bon, c'est beaucoup de mots, mais bon, dans les lois, dans les faits, dans la Constitution, ça peut pas être vraiment suivi des actes. Et on s'attendait à ça, bien sûr, que ce soir on a enfin ce matin, pardon, on a ce qui s'appelle, ce qu'on a appelé ben, le mur rouge. C'est-à-dire ben, le mirage rouge, Ouais. c'est-à-dire bon, on a l'impression que Donald Trump gagne, mais en fait, bon, c'était assez attendu et les résultats qui vont être les résultats clés, c'est-à-dire le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, qui sont les États que tout le monde attend, vont
très certainement tomber pour Biden. Et en fait, je pense qu'on va pas attendre très longtemps. Avant vendredi, on aura une réponse. Oui, là tout à fait. Alors, on voit pas très bien, mais j'ai un œil sur CNN aussi, où les autorités des États qui sont aujourd'hui regardées, donc Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, etc., se succèdent pour dire qu'ils faisaient leur possible pour que les votes soient comptés dans les heures, voire les jours qui viennent. Est-ce que quand même, malgré tout, cette déclaration de Donald Trump posera un problème de reconnaissance ou de légitimité pour Joe Biden s'il est élu effectivement à l'issue de cette élection? Moi, je crois que Joe Biden aura un problème de légitimité de toute façon, hein. Il est très probable qu'il soit élu, il est très probable qu'il soit élu avec une courte avance. Il faut quand même rappeler que Donald Trump, en 2016, avait été élu avec à peine une différence de 70 000 voix, hein, dans 3 États, 77 000 voix. Donc c'est très très peu, c'est très très peu. Et il semblerait que pour Joe Biden, ce soit un peu plus cette fois-ci, on ne sait pas encore, mais ça soit aussi très très court comme avancée. Hmm. Joe Biden est vraiment à la tête d'une coalition qui est tout à fait disparate, tout à fait segmentée, hein, c'est-à-dire qui va de la gauche de Bernie Sanders à la droite conservatrice presque réactionnaire, hein, de Mitt Romney. Et donc, moi, je crois que c'est un président qui va être élu, mais un président faible, affaibli physiquement, mais aussi affaibli politiquement. C'est-à-dire que à la tête d'une telle coalition, moi, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on peut vraiment faire quand on gouverne. Et en plus de ça, il semblerait que Hmm. le Sénat reste à droite de toute façon. Donc, imaginez un Joe Biden président et puis un Sénat qui reste à droite républicain. Eh ben, en fait, Joe Biden ne pourra vraiment rien faire du tout. Les démocrates ne pourront rien faire du tout. Donc, ça va être très, très difficile. Et moi, vraiment, ce que je pense, c'est que euh, si Joe Biden est élu, il y aura, hein, une grande discussion, hein, au sein du Parti démocrate pour trancher la ligne, hein, et là, ils ont vraiment tranché. Joe Biden, c'est quelqu'un qui historiquement est toujours tombé du côté modéré, hein, du côté centriste. C'est pas quelqu'un qui est de la gauche du Parti démocrate, mais je crois qu'il y aura des discussions. Ouais. Et ça risque peut-être d'exposer Joe Biden à des pressions effectivement de l'aile gauche du Parti démocrate, de Bernie Sanders, etc., Tout qui à fait. pourraient Alors, profiter effectivement de cette. Et encore une fois, c'est si Joe oui, Biden est élu, puisque oui, à ce parce que stade, ce n'est Bernie pas encore le cas. Sanders, voilà, Bernie Sanders a déjà publié donc un plan pour les 100 premiers jours de l'administration Biden. Et puis, il faut quand même noter que hier, il y avait aussi bon, des élections des représentants. Et il faut Mm. noter que tous les représentants, donc ce qu'on appelle le squad, hein, Alessandra Ocasio-Cortez, Cory Bush, Bowman, etc., donc ont été tous réélus. Donc c'est la gauche de la gauche, hein, la gauche, disons, Bernie Sanders, ont été tous réélus et il y a eu de nouveaux représentants aussi de cette mouvance, hein, de la gauche du Parti démocrate qui les ont rejoints aussi. Donc, on peut pas dire qu'il y a eu un raz-de-marée de la gauche du Parti démocrate, ce serait pas vrai. Mais bon, c'est vrai que cette mouvance, hein, de la gauche du Parti démocrate devient de plus en plus populaire dans les États-Unis. Juste, alors pour préciser une chose pour peut-être les personnes qui nous rejoignent et qui ont suivi cette élection de France, peut-être un peu loin aussi, les votes qui sont en train d'être comptabilisés en ce moment, ce sont essentiellement les votes par correspondance Ouais. qui sont très importants cette année du fait du Covid et qui sont plutôt des votes de démocrates. Donc effectivement, dans un premier temps, on a eu les votes à l'urne en personne qui sont arrivés, qui sont plutôt pro-Trump. Et là, maintenant, on a toute une autre vague de votes, qui sont des votes par correspondance, qui seront plutôt pro-Biden. Et c'est pour ça qu'on a vu, il y a quelques heures seulement, le Michigan rebasculer en quelque sorte dans le camp Biden. Une dernière question avant de lire quelques-unes des nombreuses questions qui nous parviennent. Tristan, pour vous, cela fait aucun doute, en fait, Joe Biden remportera le Wisconsin, remportera le Michigan et éventuellement la Maison Blanche, ou est-ce qu'à ce stade vous avez encore des doutes?
Alors à ce stade, je suis extrêmement prudent sur toutes sortes de pronostics, puisque tous les pronostics ont été déjoués. Et puis pour la transparence pour nos auditeurs, bon moi je souhaite de toute façon la victoire de Biden, mais c'est encore très très serré à ce point, et il semblerait encore, j'ai déjà dit avant, que euh, ces États qu'on appelle donc les États de la Rust Belt, hein, c'est-à-dire des États vraiment très ouvriers, euh, seulement un tiers de la population de ces États a ce qu'on appelle aux États-Unis une college education. Ça veut dire donc un bac plus 3 plus 4, seulement un tiers. Donc c'est vraiment une population très ouvrière, et c'est une population, moi je trouve, à qui Joe Biden n'a pas su parler. À l'inverse, Donald Trump, moi je crois, même si je ne suis pas du tout en accord avec ses propositions, avait un programme qui a été vraiment clairement identifié, et il a dit vraiment à ces gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, si vous voulez remplir le frigo à la fin du mois, eh ben, il faut virer les étrangers, il faut déréguler, il faut que vous payiez moins d'impôts. Et ça parle aux gens. Ça parle aux gens, hein, et c'est pour ça qu'il est très populaire dans ces milieux ouvriers. De l'autre côté, Joe Biden n'avait vraiment aucune proposition très très forte, très très identifiée. Donc je crois que tout est ouvert. Il semblerait tout de même que Biden gagne ces trois États, peut-être en fait un peu plus, avec une avancée un peu plus importante que Trump euh, il y a 4 ans. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comme vous le disiez, le vote hispanique, en particulier le vote des Vénézuéliens aux États-Unis, puisque le vote hispanique, c'est bien sûr un vote très hétérogène aussi, hein. Ce n'est pas un bloc, c'est pas un monolithe, mais effectivement, on dirait que Donald Trump a fait de bonnes performances parmi les Cubains, parmi les Vénézuéliens. Et moi, de manière anecdotique, voyageant aux États-Unis, en faisant des reportages, j'ai aussi rencontré un nombre finalement assez surprenant, assez important d'Afro-Américains aussi, qui considéraient qu'ils ne voulaient pas être pris pour acquis par le Parti Ouais. démocrate et qui étaient tentés de voter pour Donald Trump. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a vu ça, c'est très très important. Donc historiquement, les Afro-Américains donc votent entre 88 et 92% pour le Parti démocrate. Ça reste le nombre d'Afro-Américains qui votent pour le Parti républicain reste quand même assez faible, mais on a vu un changement là cette élection, hein. Alors moi, j'ai jamais vraiment cru, bien sûr, comme il n'y a pas de vote hispanique, je crois qu'il n'y a pas de vote noir. Il faut vraiment segmentaliser, il faut segmenter vraiment cette population. Et quand on fait, par exemple, ce qu'on avait vu durant la primaire démocrate, c'est que quand on prend en considération la localisation géographique, le niveau de diplôme, le niveau de revenu, etc., les Noirs et les Blancs dans la primaire démocrate votaient à peu près pour les mêmes candidats, en fait, hein. Et là, ce qu'on a vu pour Donald Trump, c'est que apparemment, surtout au Texas, surtout dans les banlieues du Texas et de la Floride, les hommes noirs éduqués, qui se qualifient en fait ce qu'on appelle aux États-Unis d'entrepreneurs. Donc en France, on dirait indépendants, chefs de petites entreprises. Euh, ont voté pour Donald Trump. Et ça n'est pas vraiment surprenant, puisque leurs homologues blancs, de toute façon, font exactement la même chose. Donc il y a une chose là encore que le Parti républicain a assez bien, Donald Trump ou les stratèges du Parti républicain ont assez bien compris, c'est que les gens ne votent plus vraiment en fonction de leur identité raciale, de leur identité sociale. Ils votent vraiment pour améliorer leur vie économique, hein. Hmm. Hmm. Est-ce que vous diriez qu'il y a des nouveaux clivages ou des nouvelles fractures qui ont émergé à l'occasion de cette élection? On a vu en 2016, par exemple, le vote des personnes faiblement diplômées aller vers Donald Trump, alors que c'était un électorat qui était historiquement démocrate. Est-ce que vous avez vu à partir des résultats qui commencent à émerger, hein, bien sûr, ils sont encore provisoires, je le rappelle, de nouvelles lignes de fracture apparaître dans cette Amérique?
Oui, alors je crois que c'est plus du tout une Amérique démocrate contre une Amérique républicaine. C'est pas non plus une Amérique de lutte de classe, pas du tout, mais c'est quand même, j'ai l'impression, un vote populiste contre un vote des élites. C'est-à-dire que Donald Trump, aussi paradoxal que ça puisse l'être, a su parler au peuple américain, alors en ayant un programme encore une fois très identifié, hein, nationalisme, protectionnisme, non à l'immigration, etc., en offrant des réponses d'un populisme de droite, alors que Joe Biden, eh ben, a offert un retour à la normale, et on a même envie de dire, bon, un retour à des années que les Américains ne veulent plus vivre vraiment, puisque voilà, on a changé de temps, on n'est plus sous l'ère Obama, on n'est plus sur l'ère Bush, etc. Donc je crois que le Parti démocrate, contrairement au parti républicain qui s'est vraiment aligné sur sa base, le Parti démocrate n'a toujours pas vraiment compris qu'il doit aussi offrir des mesures fortes. J'ai pas envie de dire un populisme de gauche, mais en tout cas aller dans cette direction et vraiment donner des gages à cette population voilà non éduquée, blanche du centre des États-Unis. Très bien. Alors, je rappelle que si vous voulez poser vos questions à Tristan Cabello, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais en relayer quelques-unes, dont celle de Ding Dong Dieu. Pourquoi les médias, ça revient à quelque chose que vous disiez en début d'interview, mais pourquoi les médias américains, mais aussi européens, les sondages américains sous-estiment le vote Trump, comme en France avec le vote Le Pen, en Angleterre avec le Brexit. Oui, bah, je crois que de toute façon, la méthodologie du sondage, de toute façon, a ses limites, hein. C'est-à-dire que le sondage mesure l'opinion d'une personne à l'instant T. Ça mesure pas la participation, ça mesure pas le changement d'avis, et puis ça mesure pas surtout, j'allais dire le mensonge ou les gens qui veulent cacher leur opinion. Moi, je crois vraiment, ça a été vraiment très évident pour moi que il y a vraiment un clivage entre les élites et le peuple de ce pays, comme d'ailleurs il y a un clivage en France. Et je crois que ça devient de plus en plus difficile hein, pour les classes populaires de se faire entendre par les élites qui les gouvernent. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe maintenant. Je pense que il y a un dédain assez profond. Je pense que Biden, c'était vraiment le représentant de l'élite. C'est quelqu'un qui a 40 ans de politique derrière lui. Trump, c'est quelqu'un qui a su, même si quelqu'un qui fait partie complètement de l'establishment new-yorkais, c'est quelqu'un qui a su vraiment faire du personal branding, hein, c'est-à-dire se montrer comme l'ami du peuple, celui qui pas et de fait il l'est, c'est-à-dire qu'il sait parler au peuple, il sait exactement que leur dire, il parle naturellement, il ne parle pas comme un politicien comme Joe Biden, et ça. Donc moi je crois que c'est très difficile pour quelqu'un qui vote pour Trump maintenant aux États-Unis de le dire, et c'est d'autant plus difficile de le dire à ces élites ou à ces gens qui sont perçus comme des élites, qui travaillent dans les bureaux new-yorkais et qui font ces sondages. Ouais. Et la force de Trump, hein, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est de se faire passer pour un outsider alors qu'il est à la tête du pays. Et quand on parle Ouais, à ses supporters, c'est très flagrant. ouais, Souvent, ils critiquent ce que fait le gouvernement fédéral en oubliant que bah, Trump lui-même est à la tête de ce gouvernement ouais, fédéral. Euh, tout à j'ai fait. une question. Oui, Oui, pardon. ce qu'il disait à Joe Biden lors du dernier débat. C'est-à-dire, Joe, j'ai fait plus que toi en 4 ans, que toi, tu n'en as fait en 47 ans. C'est-à-dire, il arrive vraiment à se montrer comme quelqu'un qui est complètement un outsider du système. Une question d'Atelier Grévin. Y a-t-il des discussions pour réformer ce système de vote? J'imagine que c'est le collège électoral et le système indirect de grands électeurs. Oui, alors aucune discussion. La dernière fois qu'on a essayé, je crois, de mémoire, c'était en 1967. Alors il faut vraiment, je crois qu'il faut les 3 quarts de la Chambre, ce qui est tout à fait impossible à faire. Et puis après, il faut aussi des accords avec les États. Alors là, il semblerait, par contre, qu'il y ait certains États, par exemple les États de l'Ouest, qui aient dit qu'ils allaient
tous voté dans le sens du vote populaire. Ça reste à voir parce que c'est quand même quelque chose de très très difficile à faire. Mais moi j'ai envie de dire, bon, le vote est ce qu'il est. Finalement, c'est un vote, alors, comparaison n'est pas raison, mais bon, c'est un vote qui ressemble beaucoup aux arrondissements de Paris, finalement, de Lyon. Mais bon, ça n'est pas un vote au suffrage universel. Là, c'est vrai qu'on est dans un État fédéral, mais les règles sont les règles. Hein. C'est-à-dire que les règles du jeu sont les règles du jeu. Tout le monde les connaît quand on commence la course. Il est vrai qu'en 2016, Hillary Clinton avait gagné le vote populaire, mais n'avait pas remporté l'élection. Bon, là, il est vrai aussi qu'il semblerait que Joe Biden gagne le vote populaire et gagne aussi l'élection. Donc, les peu de fois où il y a eu vraiment un disconnect, hein, entre le vote populaire et le résultat de l'élection, euh, ça a été vraiment quelques anomalies, hein, au cours des 100 Ouais, dernières années. ouais, ouais. Une question de Benjamin. Que se passe-t-il si les deux candidats ont 269 grands électeurs? Ce qui est encore possible, selon lui. Eh bien, on demande le départage à la Chambre des représentants, au Congrès, et donc il y a un vote dans la Chambre. Chambre des représentants qui est contrôlée par les démocrates. Tout à fait. Donc, est-ce que, pour revenir au système du collège électoral, vous êtes historien, donc vous regardez plutôt vers le passé, mais si on pense au futur, est-ce que vous pensez que c'est un système qui peut perdurer? On a bien compris que c'était difficile à changer, à réformer, mais est-ce que vous pensez que c'est tenable en fait sur le long terme? Alors c'est un système qui n'est pas vraiment démocratique, hein, au fond, hein, Mm. puisqu'il y a des États, finalement, où des électeurs, des college electoral votes, sont plus importants que dans des États qui ont plus, par exemple, d'électeurs. Hein. La comparaison, par exemple, entre la Californie et le Wyoming, c'est quand même hallucinant. Mhm. Mais encore une fois, hein, la Constitution dit très clairement, quand on veut amender donc la dite Constitution, il faut ce vote à l'Assemblée, euh, qui n'est pas près d'arriver. Hein. Donc je pense que cette règle va continuer. Il peut y avoir un mouvement au niveau des États, comme on a Ouais. vu, voilà. Très récemment, c'est-à-dire des États qui incluent dans leur constitution qu'ils vont donner tous les votes du collège électoral au vote populaire. Ça peut se passer, mais c'est encore loin d'arriver. Hein. C'est-à-dire que ces grands changements institutionnels, euh, en France comme aux États-Unis, mettent vraiment longtemps à atteindre le discours, j'ai envie de dire, le discours quotidien, le discours populaire, quoi. Mhm. On a beaucoup parlé, bien sûr, des batailles d'avocats qui peuvent se produire en cas de scrutin très serré au niveau des États. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous craignez à ce stade? Ou comment vous voyez les choses sur le plan judiciaire, hein, si je puis dire? Sur le plan judiciaire, je crois que les choses sont en fait assez claires. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir quand même une démarcation assez claire en tout cas dans les pays, dans les États qu'on a jusque-là, et puis dans les États qui vont venir. Ce qui est quand même intéressant de noter, et ce qui peut quand même faire peur, surtout si on se place du côté de la victoire de Biden, c'est que Obama avait laissé en fait 250 sièges de juges au niveau des États vides, que en fait donc Trump s'est empressé de remplacer. Et ce qui est très important de dire, c'est que même s'il y a un ruling au niveau de la Cour suprême, en fait, la Cour suprême ne va pas décider de qui est le président des États-Unis. Ils vont renvoyer la décision finale aux États. Aux États. Et donc aux États, il y a vraiment des juges qui sont vraiment en faveur de Trump. Alors, il y a Antoine de Yana. Pardon, Antoine, si j'ai un peu écorché la prononciation de votre nom d'utilisateur. Autre État, dit Antoine, où on a cru à une possible victoire de Biden, le Texas. Finalement, pas du tout. Comment l'expliquer?
Alors, le Texas et la Floride, je crois que c'est exactement les mêmes explications, hein. C'est-à-dire, c'est le vote latino qui est vraiment tombé en faveur de Trump. Et ce qu'on voit aussi au Texas, c'est que il y a 4 ans, tout au long de la frontière, hein, dans ce qu'on appelle le El Paso, Hillary Clinton, même si elle n'avait pas gagné, avait fait beaucoup plus de voix. Et cette année, c'est Trump qui a remporté haut la main ces régions. Alors moi, ce que je pense, c'est que vraiment en Floride et en Texas, c'était très bien joué pour l'équipe Trump, puisque là, ils ont su vraiment capturer, ils ont su vraiment inviter, hein, dans leur rang, eh bien le vote latino, hein, le vote latino, particulièrement le vote des latinos, donc à bac Hmm. plus 4, Ouais. entrepreneurs, etc., principalement cubains et vénézuéliens d'ailleurs, et puis ben, le vote noir de ces hommes afro-américains entrepreneurs aussi à bac plus 4 des banlieues. Le Texas et la Floride, c'est vraiment deux États qui ont été gagnés par Trump à peu près sur les mêmes bases, et c'était vraiment assez raffiné à la manière dont ça a été joué. Ouais. Et d'ailleurs, on a une question sur le vote hispanique de Ding Dong Dieu encore, qui se demande, n'est-ce pas une erreur de penser que les hispaniques vont voter démocrate? On classe toujours les hispaniques parmi les minorités non blanches. Or, le vote hispanique semble se tourner vers Trump. Et pour un peu poursuivre cette question, c'est vrai euh, les démocrates ont-ils pris ce vote un peu trop pour acquis en fait, ou Tout à fait, tout à fait. Alors, ouais. mais c'est une erreur que les démocrates font à chaque élection, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que, prenez Kamala Harris, par exemple. Kamala Harris, donc, qui était sur le ticket de Joe Biden. Kamala Harris, c'est quand même quelqu'un qui, pendant la primaire démocrate, n'avait même pas su mobiliser les jeunes et les jeunes de couleur de son propre État. Or, Joe Biden l'a sélectionné, ou l'équipe de Joe Biden l'a sélectionné pour justement mobiliser les jeunes et les gens de couleur. Et ça n'a pas marché du tout. Mais je veux dire, il n'y avait aucune donnée empirique pour aller dans cette direction, hein. C'était vraiment, ça n'était pas du tout un bon choix, hein, finalement. C'est-à-dire, elle n'a pas changé. Les données, les sondages qu'on a nous montrent qu'elle n'a changé apparemment pas grand-chose au niveau du vote jeune et au niveau du vote des gens de couleur. Et moi, je crois que l'équipe de Trump a été beaucoup plus intelligente avec les populations de couleur, c'est-à-dire les a vraiment, voilà, comme je dis toujours, segmentées, c'est-à-dire intersectionnalisées avec d'autres identités qui leur ont servi. Hmm. Une dernière question, après on va vous laisser partir, Tristan. Merci encore hein, pour votre participation. C'est la question que finalement tout le monde se pose. Quand allons-nous avoir les résultats finaux? C'est une question de Lola Abeck. Vous avez quelques indications là-dessus? On en parlait un peu plus tôt. Oui, alors encore une fois, je me garderai bien de faire Bien des sûr. pronostics, mais il semblerait que on ait une idée un peu plus claire avant la fin de la journée. Au pire, il faut s'armer d'un peu de patience et d'attendre pour sûr vendredi, on aura les résultats. Très bien. Merci beaucoup Tristan. On va vous laisser Merci, peut-être vous reposer un peu ou merci. suivre Vous aussi. les résultats. Merci à vous tous qui avez participé à cet Instagram Live. Merci Tristan, professeur donc à Johns Hopkins University à Washington. On se retrouve, j'espère, très bientôt pour parler des résultats finaux. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci.